Imaginez un empire africain qui a régné plus longtemps qu'Athènes, Sparte et Rome réunis. Un royaume de pharaons noirs qui a conquis l'Égypte, construit plus de pyramides que les Égyptiens eux-mêmes et tenu tête à la puissance de Rome. Pourtant, son nom a été effacé des livres d'histoire. Je suis Lumière Noire et aujourd'hui, je vous révèle l'histoire extraordinaire du royaume de Kouch, la superpuissance oubliée du Nil. Si cette découverte vous passionne déjà, abonnez-vous et likez cette vidéo. Chapitre 1 : L'ascension d'un empire oublié. Laissez-moi vous emmener en voyage, loin des pyramides de Gizeh que tout le monde connaît. Dirigeons notre regard vers le sud, là où le Nil majestueux serpente à travers des paysages qui coupent le souffle. Juste au-delà de la première cataracte, le fleuve se resserre dramatiquement, bordé de déserts dorés scintillants et de crêtes spectaculaires de granit noir. C'est ici, dans cette terre brûlée par le soleil, bien avant que le mot Soudan n'existe même, que naquit l'un des royaumes les plus puissants que l'Afrique ait jamais connu, le royaume de Kouch. Les origines d'une civilisation extraordinaire. Dans ses premiers jours, Kouch n'était qu'une mosaïque fascinante de villages agricoles, tous regroupés autour d'un centre névralgique appelé Kerma. Mais attention, Kerma n'était pas un simple village, c'était une véritable cité de briques crues, ornée de palais si grandioses, si imposants, que lorsque les premiers archéologues les découvrirent, ils refusèrent d'y croire. Ils étaient convaincus que de telles merveilles architecturales ne pouvaient être que l'œuvre des Égyptiens. Quelle erreur monumentale! Ces structures majestueuses étaient bel et bien kouchites, témoignant d'un génie architectural purement africain. Dès 1700 avant notre ère, les rois de Kerma étaient déjà des maîtres du commerce. Imaginez des caravanes interminables traversant le désert, chargées d'ébènes précieux, d'ivoire exotique et d'or étincelant, tout cela acheminé vers le nord. Ces richesses faisaient saliver l'Égypte, mais elles l'inquiétaient aussi profondément. Car au sud, un concurrent redoutable grandissait, et les pharaons le savaient très bien. Les Égyptiens avaient même un nom spécial pour cette région, Tasseti, qui signifie « le pays de l'arc ». Pourquoi l'arc ? Parce que les archers kouchites n'étaient pas de simples soldats, c'étaient des légendes vivantes. Leur précision était si terrifiante qu'ils pouvaient fendre une flèche en plein vol à 50 pas, un exploit qui ferait pâlir même les archers olympiques modernes. Imaginez la scène, une armée entière d'hommes capables de tels prodiges alignés face à vous. Terrifiant, n'est-ce pas ? Naturellement, les pharaons égyptiens, toujours prudents et stratégiques, construisirent une série de forts imposants le long de la frontière pour contenir ces archers redoutables. Mais les Kouchites, eux, ils étaient patients, ils n'étaient pas pressés, ils observaient, ils absorbaient la langue égyptienne, ils adoptèrent le culte du puissant dieu Amon, ils assimilèrent les techniques, les stratégies, la culture de leurs voisins du nord, et surtout, ils attendirent leur moment avec une patience de félin guettant sa proie. Quand l'Égypte s'effondre, Kouch se lève. Ce moment tant attendu arriva finalement vers 1069 avant notre ère, lorsque le glorieux nouvel empire égyptien commença à s'effriter comme un château de sable face à la marée montante. L'Égypte se fractura sous le poids de conflits internes et de pressions externes. Le chaos régnait. Et c'est précisément dans ce vide de pouvoir que Kouch bondit avec l'assurance d'un lion. La capitale kouchite se déplaça stratégiquement vers le sud, vers Napata, un emplacement d'une importance vitale. De là, les Kouchites forgèrent un royaume qui allait défier toute logique historique. Accrochez-vous bien à ce qui suit, car c'est absolument stupéfiant, ce royaume dura plus longtemps que les civilisations d'Athènes, de Sparte et de Rome mises ensemble. Oui, vous avez bien entendu, plus longtemps que ces trois puissances iconiques mises ensemble. Pensez-y un instant. Pendant que les Grecs philosophaient dans leurs académies, pendant que les Spartiates entraînaient leurs guerriers, pendant que Rome conquérait le monde méditerranéen puis s'effondrait, Kouch, lui, tenait bon. Il prospérait dans le désert africain, bâtissant son héritage pierre par pierre, siècle après siècle. Ce n'était pas juste un voisin d'Égypte, c'était une force majeure de l'histoire mondiale, attendant tranquillement son heure de gloire, préparant silencieusement l'un des retournements les plus spectaculaires de l'Antiquité. Le jour où ils ont conquis l'Égypte. Avançons rapidement jusqu'en 750 avant notre ère. Sur le trône de Kouch siège d'un charismatique et redoutable roi nommé Pianki. C'est un stratège brillant, un guerrier accompli et surtout un homme de vision. Lorsqu'il regarde vers le nord, vers l'Égypte, ce qu'il voit le dégoûte profondément.
La terre des pharaons, jadis si glorieuse, si unie, n'est plus qu'une ombre pathétique d'elle-même. Elle est fragmentée en 4 royaumes mesquins qui se disputent comme des enfants pour les restes d'un empire déchu. À Memphis, l'ancienne capitale majestueuse, des seigneurs de guerre libyens se chamaillent pour le contrôle, se comportant selon les propres mots gravés de Pianki comme des enfants avec un jouet cassé. Cette description méprisante n'était pas juste une insulte, c'était une observation lucide d'un roi qui voyait plus loin que la simple conquête. Pianki ne voyait pas seulement la faiblesse, il voyait une opportunité sacrée, restaurer l'ordre, réunifier les terres du Nil sous une seule main forte et juste. Et Pianki n'était pas homme à faire les choses à moitié. Il ne dépêcha pas une petite troupe de pillards, non. Il marcha avec une armée formidable qui fit trembler la terre. Des rangs serrés de ses légendaires archers, des chars de guerre tonnants qui soulevaient des nuages de poussière et une flotte puissante de navires qui remonta majestueusement le Nil comme une force de nature. Ville après ville, face à cette démonstration écrasante de puissance et de discipline militaire, les cités égyptiennes firent le choix sage. Elles ouvrirent leurs portes plutôt que d'affronter la précision mortelle des flèches couchites. Imaginez la scène, les portes des villes s'ouvrant une à une, les gouverneurs locaux s'agenouillant devant ce nouveau pharaon venu du sud, reconnaissant sa supériorité. Mais Memphis, l'orgueilleuse capitale, refusa de se rendre. Ses murailles étaient hautes, ses défenseurs nombreux et ses dirigeants trop arrogants pour accepter la défaite sans combat. C'est alors que Pianki révéla son génie tactique. Plutôt que de s'enliger dans un siège long et coûteux, il orchestra un assaut naval audacieux et spectaculaire. Ses navires forcèrent les défenses du port, créant la panique dans la ville. Et lorsque la poussière retomba, Pianki se tenait triomphant dans Memphis, se proclamant pharaon non seulement de Couche, mais de toute l'Égypte. Les pharaons noirs, conquérants et restaurateurs. Pendant près d'un siècle glorieux, les rois couchites portèrent fièrement la double couronne de Haute et Basse-Égypte. Ce symbole puissant représentait leur domination totale sur les 2 terres. Mais ces pharaons noirs, contrairement à tant de conquérants de l'histoire, ne se contentèrent pas de piller et d'exploiter. Ils revitalisèrent, ils restaurèrent, ils construisirent. Ils lancèrent des projets de construction ambitieux qui auraient intimidé même les plus grands pharaons du passé. À Kuru, leur nécropole royale, ils érigèrent des pyramides magnifiques qui s'élançaient vers le ciel comme des prières de pierre. Mais leur œuvre ne s'arrêta pas là. Du grand complexe de Karnak dans le nord jusqu'à Djebel Barkal dans leur patrie au sud, ils restaurèrent méticuleusement d'anciens temples qui tombaient en ruine depuis des générations. Et voici peut-être leur contribution la plus remarquable à l'héritage égyptien, ils ressuscitèrent les textes des pyramides, ces écrits sacrés que les Égyptiens eux-mêmes avaient largement oubliés. Imaginez l'ironie. Ces barbares du Sud, comme certains Égyptiens snobs avaient pu les appeler, préservaient et ravivaient les traditions les plus anciennes et les plus sacrées de l'Égypte, mieux que les Égyptiens eux-mêmes ne l'avaient fait. Parmi ces puissants souverains couchites, un nom brille particulièrement. Taharqa. C'est sans doute le plus célèbre de ces pharaons noirs et pour cause. Son empire s'étendait de la 6e cataracte du Nil, au cœur de ce qui est aujourd'hui le Soudan, jusqu'au delta fertile du Nil dans le nord de l'Égypte. Cet arc de pouvoir incroyable couvrait des milliers de kilomètres, unissant des peuples, des cultures et des terres diverses sous une seule bannière. C'était un exploit absolument monumental, un témoignage éclatant de la puissance et de l'influence couchite. Et voici un fait qui devrait faire réfléchir. Aucun autre monarque africain n'égalerait cette étendue de pouvoir jusqu'au jour légendaire de Mansa Moussa, près de 2 millénaires plus tard. Pensez-y, pendant 2000 ans, l'accomplissement de Taharqa resta inégalé sur le continent africain. Les Couchites ne se contentèrent pas de conquérir l'Égypte. Ils devinrent ses gardiens les plus dévoués, ses restaurateurs les plus consciencieux. Ils laissèrent une empreinte indélébile sur son histoire et montrèrent au monde entier à quoi ressemblait véritablement le leadership africain à son apogée. Ils prouvèrent qu'un royaume africain ne devenait pas seulement rival des grandes puissances de l'époque, mais les surpassait en vision, en culture et en durabilité. Cette période représente un sommet absolu dans l'histoire africaine, un moment où un royaume subsaharien ne se contentait pas de participer à l'histoire mondiale, mais l'écrivait avec une plume dorée. C'était l'Afrique au sommet de sa gloire, rayonnante, puissante,
cultivé et visionnaire. Et pourtant, cette histoire extraordinaire reste largement méconnue, ensevelie sous des siècles d'oubli et de récits eurocentrés. Mais nous, à Lumière Noire, nous la ramenons à la vie. Nous rallumerons cette flamme que l'histoire a tenté d'éteindre. Car cette histoire n'est pas juste celle de Couche, c'est l'histoire de l'Afrique tout entière, de sa grandeur oubliée, de son génie méconnu, de son héritage volé. Si cette révélation sur les pharaons noirs de Couche vous a fasciné, si vous ressentez cette fierté monter en vous en découvrant cette histoire africaine extraordinaire, alors montrez votre soutien. Abonnez-vous à Lumière Noire pour ne manquer aucune de ces histoires qui changent notre vision d'Afrique. Likez cette vidéo pour qu'elle atteigne le maximum de personnes. Partagez-la avec tous ceux qui ont besoin de connaître cette vérité. Car ensemble, nous réécrivons l'histoire, une lumière à la fois. Le prochain chapitre vous attend et croyez-moi, il est encore plus épique. Chapitre 2. Repoussé, mais jamais brisé. Les temps glorieux, comme c'est souvent le cas dans l'histoire, finirent par toucher à leur fin. Mais attention, ce n'est pas une histoire de défaite, c'est une histoire de résilience, d'adaptation et de renaissance. Car ce qui distingue vraiment les grandes civilisations des simples royaumes, c'est leur capacité à se relever après la chute, à se transformer face à l'adversité et à briller encore plus fort dans l'obscurité. La tempête de fer venue de l'Est. Vers 674 avant notre ère, une nouvelle force terrifiante émergea de l'Est, comme un orage dévastateur à l'horizon, les Assyriens. Leur simple nom faisait trembler les royaumes de tout le Proche-Orient. Et pour cause, leurs machines de guerre, alimentées par une technologie du fer supérieure à tout ce qui existait alors, déferlèrent avec une violence inouïe dans le delta du Nil, annonçant une nouvelle ère de conflit brutal. Taharqa, fidèle à son esprit de guerrier, se battit avec la férocité d'un lion défendant sa tanière. Il mobilisa toutes les forces de son vaste empire, lançant ses archers légendaires et ses chars de guerre contre l'envahisseur. Les batailles furent épiques, sanglantes, désespérées. Mais la réalité géopolitique et militaire était implacable. La supériorité de l'armement assyrien en fer, combinée aux défis logistiques d'un empire couchite étiré sur des milliers de kilomètres, créait une équation impossible à résoudre. Les Assyriens, machines militaires brutales et efficaces, ne se contentèrent pas de vaincre, ils détruisirent. Ils saccagèrent la ville sacrée de Thèbes, un coup dévastateur porté au prestige égyptien et couchite. Imaginez, Thèbes, la cité aux 100 portes, la capitale religieuse millénaire réduite en cendres et en ruines fumantes. C'était un message clair au monde entier, l'ère des pharaons couchites touchait à sa fin. Ils poursuivirent Taharqa implacablement, le repoussant au-delà de la première cataracte, chassant les Couchites entièrement hors d'Égypte. Puis ils installèrent leurs propres marionnettes pour contrôler cette terre fracturée. C'était une défaite écrasante, un moment qui aurait pu anéantir un royaume moins résilient. Beaucoup d'empires se seraient effondrés là, disparaissant dans les oubliettes de l'histoire comme tant d'autres avant eux. Mais Couche n'était pas n'importe quel royaume. Couche ne se brisa pas, il pivota. Avec une résilience extraordinaire et une vision stratégique remarquable, la cour royale déplaça son cœur et son âme vers le sud, vers une nouvelle cité qui allait devenir légendaire, Méroé. Ce n'était pas une retraite honteuse vers l'obscurité, non, c'était un repositionnement stratégique brillant, un nouveau départ qui allait permettre à Couche de se réinventer complètement. Méroé était certes une cité brûlée par le soleil du désert, mais elle possédait des avantages stratégiques colossaux que Napata n'avait jamais eus. Tout d'abord, elle était entourée d'abondants gisements de minerais de fer. Imaginez, des montagnes entières de ce métal précieux à portée de main. Ensuite, de denses forêts d'acacias fournissaient le charbon de bois parfait pour alimenter les hauts fourneaux. Et surtout, cruciale découverte, Méroé se trouvait au carrefour d'un réseau vital de routes commerciales qui s'étalait comme une toile d'araignée vers la mer Rouge lucrative, ouvrant des opportunités commerciales infinies. Libérés des protocoles rigides et étouffants de la vie de cour égyptienne, les Couchites de Méroé commencèrent enfin à forger leur propre identité distinctive, unique, purement africaine. Et ce qu'ils créèrent était absolument révolutionnaire. L'innovation couchite, une révolution culturelle. Ils inventèrent leur propre alphabet, l'écriture méroïtique. Ce n'était pas simplement une adaptation de l'écriture égyptienne, non, c'était une création originale, révolutionnaire. Et voici le détail qui stupéfie les linguistes. C'était l'un de tout premiers scripts africains à être écrit de gauche à droite, une innovation unique qui défiait les conventions de l'époque.
Mais l'innovation ne s'arrêta pas là. Dans un geste qui était radicalement progressiste pour l'époque, ils élurent des reines guerrières puissantes, connues sous le titre de Candace ou Kandake en méroïtique. Ces femmes extraordinaires ne régnaient pas depuis des palais dorés en se contentant de cérémonies. Non, elles menaient des armées au combat, négociaient avec des empires étrangers et gouvernaient avec une autorité absolue. Des siècles avant que l'Europe ne connaisse ses premières grandes reines, Kush avait déjà établi une tradition de leadership féminin puissant. Et peut-être leur accomplissement le plus célèbre, ils devinrent des maîtres absolus de la métallurgie. Dans les hauts fourneaux de Méroé, alimentés par des soufflets géants, ils fondaient le fer avec une expertise inégalée, produisant un acier de si haute qualité qu'il était exporté dans tout le monde antique. Les forgerons romains, pourtant réputés pour leur savoir-faire, juraient que le métal couchite ne s'émoussait jamais. Jamais. Quelle publicité extraordinaire pour les produits made in Kush. Les montagnes de scories qui entourent encore aujourd'hui les ruines de Méroé témoignent de l'ampleur phénoménale de cette production industrielle. C'était pratiquement la Birmingham ou la Pittsburgh de l'Antiquité, un centre de production métallurgique qui alimentait les économies de 3 continents. Kush, bien que repoussé d'Égypte, était loin d'être brisé. Au contraire, il innovait, il prospérait, il excellait d'une manière totalement nouvelle et authentiquement africaine. C'était une renaissance, une métamorphose qui allait permettre au royaume de durer encore près de 7 siècles supplémentaires. Puis vint Rome. Après avoir conquis l'Égypte en 30 avant notre ère, l'ambitieux empire romain, avec son appétit insatiable pour l'expansion, tourna naturellement son regard cupide vers le sud, vers les terres riches de Kush. L'empereur Auguste, au sommet de sa puissance et de son arrogance, exigea avec condescendance un tribut des Éthiopiens, un terme grec fourre-tout qu'ils utilisaient pour désigner tous les peuples au sud de l'Égypte, souvent sans grande distinction ni respect. Mais la réponse qu'il reçut ne fut pas celle d'une soumission craintive. Elle vint d'une femme remarquable, extraordinaire, légendaire, la reine Amanirenas. Imaginez-la un instant. Borgne à cause des blessures de bataille, témoignage vivant de son esprit guerrier, mais royale et imposante de la tête aux pieds. Cette femme était l'incarnation même de la puissance et de la dignité. En 24 avant notre ère, Amanirenas, une véritable Candace dans toute sa gloire, mena personnellement une armée formidable de 30 000 guerriers vers le nord. Ils ne se contentèrent pas de défendre leurs frontières, non, ils attaquèrent. Ils capturèrent le fort romain de Sienne, un point stratégique crucial, et dans un acte de défi psychologique absolument brillant, Amanirenas décapita personnellement une statue de bronze de l'empereur Auguste, ramenant sa tête chez elle comme un trophée puissant de sa victoire. Pouvez-vous imaginer le choc, l'humiliation, la rage à Rome ? L'empereur du monde civilisé, celui qui se considérait comme un dieu vivant, réduit à une tête de bronze dans le palais d'une reine africaine. C'était un affront monumental, une gifle retentissante à l'orgueil romain. Bien sûr, les légions romaines, piquées au vif par cette défaite sans précédent, contre-attaquèrent avec leur férocité habituelle. Ils brûlèrent Napata en représailles, pensant briser l'esprit couchite. Mais Amanirenas n'était pas une novice en matière de guerre stratégique. Elle contre-attaqua, lançant des raids incessants et dévastateurs sur les garnisons romaines, se révélant une adversaire rusée et inflexible. Le triomphe diplomatique. Les Romains, habitués à écraser rapidement leurs ennemis, se retrouvèrent enlisés dans un conflit qu'ils ne pouvaient pas gagner de manière décisive. Chaque fois qu'ils avançaient, Amanirenas frappait leur ligne de ravitaillement. Chaque fois qu'ils occupaient un territoire, elle rendait cette occupation insoutenable par des attaques de guérilla constantes. C'était frustrant, coûteux et surtout humiliant pour la plus grande puissance militaire du monde. La persistance et les prouesses militaires d'Amanirenas finirent par forcer Rome à faire quelque chose de rarissime, négocier. Oui, Rome, l'empire qui habituellement dictait ses conditions aux vainqués, dut s'asseoir à la table des négociations avec cette reine africaine comme une égale. Le traité qui en résulta fut un triomphe monumental pour Kush. Il fixa la frontière à Maharaka et surtout exempta Kush de toute taxation ou demande de tribut supplémentaire. Rome, malgré toute sa puissance écrasante, n'osa plus jamais exiger un tribut du royaume des Candaces. Ici, 2 superpuissances s'étaient affrontées. Et c'était la femme générale africaine, la reine Amanirenas, qui sortit invaincue, garantissant l'indépendance de son royaume et gravant son nom dans les annales de l'histoire comme symbole de force et de leadership inébranlable.
Cette histoire renverse complètement ce que nous attendons souvent des dynamiques de pouvoirs antiques. Elle nous rappelle que l'Afrique a produit des leaders militaires et politiques de génie, capables de tenir tête aux plus grands empires de leur époque. L'âge d'or économique. Or, ivoire et fer. L'économie de Kouch ne se contentait pas de survivre pendant cette période. Elle bourdonnait comme un arc parfaitement tendu, un moteur vibrant de commerce et de prospérité qui alimentait son long règne. Au long des rives vivifiantes du Nil, des fermiers diligents cultivaient des cultures de base comme le sorgho, l'orge et les dattes sucrées, fournissant la subsistance du royaume. Les éleveurs jouaient également un rôle crucial, élevant de magnifiques bovins à longues cornes, dont les cornes distinctives en forme de lyre dansent encore aujourd'hui à travers l'art rupestre nubien ancien. Ces images nous offrent un aperçu magnifique de leur vie quotidienne et de la signification culturelle de ces animaux. Mais la véritable prouesse économique de Kouch résidait dans son contrôle des ressources précieuses et sa position stratégique au carrefour du commerce antique. Des caravanes chargées de trésors sillonnaient le désert dans toutes les directions. Elles transportaient des pépites d'or étincelantes extraites des riches mines du désert d'Alaki, de l'ivoire exotique en provenance des profondeurs de l'Afrique centrale et d'énormes blooms de fer provenant des tas de scories bouillonnants de Méroé prêts à être transformés. Les marchands kouchites étaient des cosmopolites aguerris, rencontrant leurs collègues romains dans des ports animés comme Adulis sur la mer Rouge, s'engageant avec des Grecs sophistiqués à Assouan et se connectant avec des marins indiens intrépides dans divers entrepôts de la mer Rouge. Les preuves de ce réseau de commerce étendu sont véritablement mondiales et absolument ahurissantes. Des pièces de monnaie frappées par les rois kouchites ont été déterrées aussi loin que le Sri Lanka. Et de la soie luxueuse de provenance de la Chine des Han a été découverte dans des tombes kouchites, démontrant une portée d'influence véritablement ahurissante. Pensez-y un instant. Nous parlons d'un royaume africain qui commerçait avec la Chine, l'Inde, Rome, Grèce et Arabie simultanément. C'était une civilisation véritablement globalisée, 2 millénaires avant que nous inventions le terme de globalisation. Ce royaume chevauchait véritablement deux mondes, le cœur vibrant de l'Afrique et le bassin méditerranéen sophistiqué. Son génie résidait dans sa capacité à taxer tout ce qui traversait ses fleuves et ses frontières en exploitant son avantage géographique pour accumuler une immense richesse. Cette colonne vertébrale économique ne concernait pas seulement la survie. Il s'agissait de prospérer, d'innover et d'établir Kouch comme un acteur central de l'économie mondiale antique, reliant des cultures et des continents disparates à travers un réseau complexe de commerce. Les Kouchites avaient compris quelque chose de fondamental que beaucoup de royaumes n'ont jamais saisi. Le pouvoir ne vient pas seulement de la force militaire, mais du contrôle des routes commerciales, de la production de biens précieux et de la capacité à se positionner comme intermédiaire indispensable entre différentes régions du monde. Kouch était devenu le pont économique entre l'Afrique subsaharienne et le monde méditerranéen, entre l'océan Indien et la Méditerranée. Chaque transaction, chaque caravane qui passait par ses frontières enrichissait le royaume. C'était un modèle économique brillant, durable et extraordinairement moderne dans sa conception. Et tout cela se déroulait dans le désert africain, dans un royaume que les historiens occidentaux ont longtemps ignoré ou minimisé. Kouch nous rappelle que l'Afrique n'a jamais été isolée du reste du monde. Au contraire, elle en était un nœud central, un acteur majeur, un architecte essentiel de l'économie mondiale antique. Cette histoire de résilience, d'innovation et de triomphe vous inspire-t-elle? Montre que l'Afrique a toujours été au centre de l'histoire mondiale, jamais en périphérie? Alors soutenez ce travail de mémoire. Abonnez-vous à Lumière Noire pour continuer à découvrir ces histoires africaines extraordinaires que personne ne vous a jamais racontées. Likez cette vidéo pour qu'elle illumine l'esprit de milliers d'autres personnes. Commentez ci-dessous quelle partie de l'histoire de Kouch vous a le plus impressionné. La reine Amanirenas défiant Rome, les innovations de Méroé, leur réseau commercial mondial? Partagez vos réflexions. Et restez avec nous, car l'histoire de Kouch réserve encore d'autres surprises fascinantes. À très bientôt pour la suite de cette saga extraordinaire.